Hazanovic face à Deschamps. Hazanovic qui conserve le ballon. Centre, tout seul, Souker qui marque. 5e but de Souker. La Croatie qui mène 1-0, superbe. Et Fabien Barthez qui s'incline pour la 2e fois dans ce mondial. C'est Lilian Thuram qui couvre l'avant-centre croate qui fusille. Barthez. Le football de notre enfance, c'est un football qui a vu naître des sélections nationales. L'une d'entre elles, la Croatie. L'équipe aux damiers rouges et blancs a surpris son monde par ses performances de haute facture dès ses premières rencontres officielles. Dans l'épisode du jour, les libéraux vont notamment s'attarder sur la formidable Coupe du Monde 1998 des coéquipiers de Davor Šuker. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Dobra večer. Oh, t'as réussi à dire bonjour en croate. Il a dit bonsoir en croate. Ah. Il a dit bonsoir en croate. Bonsoir. Après bonjour, c'est dobro jutro. Ah, ça dépend à quel moment de leur journée nos auditeurs nous écoutent, donc ça peut passer. Exactement. Mais reconnaissons l'effort de Johan de toujours s'adapter à la situation. Et bien sûr, ça s'appelle la qualité Made in Libéraux. Et pour vous accompagner, messieurs, un invité, Rudy Kazi, un ami des libéraux. Ça faisait longtemps qu'on avait envie qu'il soit avec nous. Salut Rudy. Salut, bonsoir à tous. Merci pour votre accueil et content d'être avec les experts du football. Merci beaucoup. Tu en es un également. Et justement, tu sais, les libéraux, c'est un podcast qui revient sur le football dans notre enfance. Et si je te pose la question, à quoi, toi, te renvoie le football de ton enfance? Ouais, à quoi ça me renvoie moi, je me rappelle bien de la Coupe du Monde en 1994. Le parcours du Brésil, ça m'avait fasciné à l'époque. La Roumanie aussi. Hadji aussi, c'était un de mes héros. Rudi Völler, etc. C'est les mecs en fait qu'on essaie de copier un petit peu en bas au quartier quand on jouait au foot. C'est la compétition qui m'a le plus marqué. Ouais. Alors ceux qu'on a essayé nous aussi de recopier au quartier, alors pas du tout, mais ce sont les Croates au moment de la Coupe du Monde 98. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de cet épisode. Les Croates aussi, c'est une certaine idée du football qualitatif et on aura l'occasion d'en parler et de le développer. Alors la Croatie déclare son indépendance de la Yougoslavie le 25 juin 1991. La sélection joue sa première rencontre officielle en octobre 91, assez rapidement, contre les États-Unis. Son affiliation à la FIFA et à l'UEFA est officialisée au milieu de l'année 92. Alors, si la Croatie est une jeune nation du football, le footballeur croate Gilles Christ n'est pas inconnu du public amateur de football, notamment parce qu'on l'a vu évoluer au sein de la Yougoslavie et on reconnaissait le footballeur croate. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est une école qui est la caution technique de cette nation yougoslave, qui a notamment pas mal de joueurs dont on va parler dans l'épisode du jour, ont joué dans la sélection, notamment en 90 quand il y a eu la Coupe du Monde en Italie. Je pense à Šuker notamment, justement, qui a été dans cette équipe-là. Il y en avait d'autres également qui étaient présents. C'est vrai que c'est une école de techniciens et sur lesquels justement donc les Français ont eu quand même un certain complexe, donc surtout dans la deuxième partie des années 80. À battre et franchement ce sont des formidables joueurs de ballon et donc c'est une certaine idée justement donc de cette équipe là qui à partir du moment où elle va avoir son indépendance va permettre justement donc de mettre en évidence cet aspect là au cours de la décennie des années 90 et on va voir que sur ce mondial c'est vraiment la confirmation de ces promesses qui sont liées vraiment, je sais pas, que je le dis et je le répète encore, à cet aspect technique qui est vraiment très très important dans ce pays. Si on veut rester un peu dans le cliché, on dit souvent que la caution physique et mentale de la Yougoslavie, ça va être plutôt du côté des joueurs serbes. Et comme le dit très bien Gilles Christ, Johan, c'est vrai que la Croatie ou les Croates vont avoir cet aspect technique très développé. On parle des Brésiliens de l'Europe quasiment par moment. Exactement. Vraiment, c'est la caution technique, comme tu l'as dit, de cette équipe de l'ex-Yougoslavie. Pour être, on va dire, encore un petit peu plus précis,
on va dire que le mental et le physique appartiennent aux Serbes, et on va dire que la caution technique appartient et aux Croates, mais aussi aux Monténégrins et Bosniaques. Et Bosniaque, ouais. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que notamment dans cette équipe de la Yougoslavie de 1990, vous avez des personnes comme Safet Uzic qui sont d'origine bosniaque, vous avez les Monténégrins comme Dejan Savicevic, et vous avez les Croates comme Robert Prosinecki. Ça, c'est vraiment les trois, on va dire, les trois factions qui permettent justement d'avoir cet aspect un peu plus technique. Et puis, vous avez les Slovènes aussi qui sont cet aspect assez structurel, assez physique avec Sreko Katanec notamment. Mais oui, la Croatie, c'est vraiment la touche technique qu'il y a dans cette équipe d'ex-Yougoslavie. Alors le plus impressionnant pour moi, c'est qu'on parle d'un pays de 4 millions d'habitants seulement. Vu le nombre de grands joueurs qu'il a vu naître, le palmarès incroyable, à l'image de l'Uruguay, Rudy, on parle vraiment d'un véritable pays de football. Non, mais carrément. C'est vrai que c'est une équipe qui... c'est toujours étonnant, en fait, parce que quand on regarde ces équipes de l'Ouest, qui sont proches aussi de l'ex-bloc URSS, on a l'impression aussi d'un football combat, entre guillemets, alors que la Croatie a offert, en fait, un visage totalement différent. Et c'est vraiment au cours de la Coupe du Monde 98 qu'elle a vraiment explosé et démontré que c'était une équipe technique. Effectivement, après, quand on regarde au niveau démographique, on s'étonne de voir autant de talent. J'irais même jusqu'à penser que culturellement, il y a un particularisme en fait qui tranche effectivement avec toutes ces autres nations qui pratiquent un football. Enfin, ces nations sœurs et frères, hein, je pourrais dire, qui pratiquent un football peut-être un petit peu plus dur. Il y a l'Albanie aussi, pas trop loin aussi, qui a cette culture un petit peu du combat, quoique ils ont quand même quelques joueurs de manière de ballon. Hein. Moi, je me rappelle aussi dans mon enfance, j'avais des amis d'enfance qui étaient d'origine bosnienne, si je me rappelle bien, qui étaient quand même des joueurs techniques, hein, en plus. Hein. C'est assez marrant parce que souvent dans les familles, on avait ce particularisme où tout le monde était, où les garçons, on avait l'impression que c'était un petit peu touché par cette grâce balle au pied. Donc, je pense que le particularisme technique n'est pas propre qu'aux Croates, ce serait peut-être un petit peu réducteur. Un peu réducteur de l'affirmer ainsi, même si on sent quand même qu'il y a une tendance. Mais le constat est le même pour la sélection des Pays-Bas. C'est le pays en fait qui a la démographie, une des démographies les plus faibles, mais un taux en fait donc d'habitants au kilomètre carré le plus fort, puisqu'effectivement c'est un petit pays avec une petite population. Mais regardez tous les talents qui nous ont sortis. Il y a des nations comme ça, je sais pas, ils ont un rapport particulier avec le football et ils arrivent en fait à sortir des joueurs légendaires, quoi. Alors, ces joueurs légendaires, justement, qui désormais jouent pour l'équipe nationale croate officiellement, pour la première qualification, c'était à l'occasion de l'Euro 96, ça s'est extrêmement bien passé puisqu'ils ont fini premier devant l'Italie avec une seule défaite. Hein, donc, finalement, on se rend compte, Gilles Christ, que cette équipe de Croatie, qui par la suite a fait un très bon Euro, notamment en battant 3-0 les champions de titre danois, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre le football, ils le connaissent déjà très bien. Ah oui, mais c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée. Hein. On va voir qu'il y a pas mal de joueurs, notamment donc de cette équipe qui a fait l'Euro 96, qui sont dans la force de l'âge, hein, qui sont entre 26, 28, 30 années. Et donc qui connaissent aussi le haut niveau, que ce soit par rapport à certains joueurs comme qui jouent dans les plus grands championnats. Je pense notamment par exemple à Boban, à Jarni, je pense aussi à Suker. Voilà, donc tous ces joueurs-là qui connaissent aussi le football de l'Ouest. Parce que c'est vrai qu'on est dans un épisode où c'est vrai qu'il y a ce rapport Est-Ouest qui avait donc à la fin des années 80 et qui commence à disparaître dans les années 90 avec le changement qui est lié à la chute du mur de Berlin et aussi à l'effondrement de l'URSS entre autres. Mais voilà, donc on sent que c'est cette équipe là qui fait l'Euro 96 qui a eu un très bon comportement, hein, pour une jeune nation. Semble prête pour l'échéance suivante. Et l'échéance suivante, c'est une échéance mondiale. Et cette échéance mondiale-là, je pense que c'est une opportunité pour eux déjà de montrer qu'ils font partie des 32 meilleures équipes du monde.
Alors justement, tu parlais des joueurs qu'on est censé connaître, mais c'est la question que j'allais vous poser maintenant. Rudy, on arrive à la Coupe du Monde 98. On n'a pas encore commencé. Est-ce que déjà tu as des joueurs comme ça qui te viennent à l'esprit? Christ a cité déjà Boban. On peut aussi parler de Boksic, hein, qui est à la Lazio notamment, qui a joué à l'OM, Jarni qui est passé par la Juventus, Prosinecki qui a déjà fait Real et Barcelone avant la Coupe du Monde 98. Ce sont eux les stars finalement à ce moment-là. Ouais, c'est eux les stars. Mais ouais, non, moi c'est Boban, pardon, qui m'avait vraiment marqué à cette époque. Je sais pas, je trouve qu'il avait un style et tout. Il avait vraiment un truc à lui. Il avait en même temps ce côté un petit peu bad boy. À l'époque, c'était un truc qui ressortait. Ouais, ouais, c'était un truc qui ressortait particulièrement. À l'époque, on était très sensible aux joueurs un peu bad boy. C'est un peu comme vous voyez un peu le retour de Maradona à cette époque-là aussi. Vous voyez, avec ce côté un petit peu fou. En plus, il y avait un peu skinhead, un peu crâne, un peu pas trop rasé. Tu vois le regard un peu dur. Et Boban, il avait cette flamme dans le regard en fait. D'ailleurs, c'était un joueur qui avait souvent eu aussi des problèmes dans la on va dire dans la légende de la guerre qui a fait sécession entre guillemets entre la Croatie et le reste de la Yougoslavie. On dit que Boban il a joué un rôle important en s'insurgeant contre la police au détour d'un match contre l'Étoile de Belgrade quand il jouait au Dynamo. Donc c'est un gars qui symbolise un petit peu cette jeunesse des années 90, un petit peu en rupture avec le système, etc. Moi, c'est un joueur qui m'a marqué par son aura au-delà de. Et puis, techniquement, il avait un truc, il avait un toucher de balle, une réactivité face au but, une façon de vite se retourner, etc. Pour moi, c'est vraiment les joueurs c'est vraiment le joueur qui m'a le plus marqué. Alors évidemment, Souker aussi, mais parce qu'en plus, je crois qu'il était capitaine de cette équipe-là, en plus en 98, me semble-t-il. Donc ouais, c'est les joueurs qui m'ont le plus marqué, quoi. Vraiment. Moi, je sais que Gilles Christ a une attirance, un attachement particulier pour Alen Boksic. Hein. Oui, clairement, Alen Boksic, parce que voilà quoi. Si on veut parler d'un attaquant qui fait une saison à Marseille et qui met tout le monde d'accord, c'est bien lui. D'autres diront qu'il y a d'autres joueurs comme venus de Côte d'Ivoire qui ont marqué les esprits, mais c'est vaut mieux marquer les esprits avec un trophée en particulier plutôt que avec deux trophées, pardon, parce que oui, je le dis et je le répète, Alen Boksic a été l'homme qui est de Munich 93 en gros, et aussi du titre de champion qui a été retiré à l'Olympique de Marseille la même année. Donc c'est vrai que c'est un grand joueur, en plus qui est passé donc en Italie, que ce soit la Juve, que ce soit la Lazio. Voilà, c'est pour ça que j'ai une attirance particulière, même si effectivement mon choix se porterait en tant que madrilène vers Davor Suker, bien évidemment. Alors, on aura l'occasion de parler encore plus de Davor Suker quand on va rentrer dans le vif du sujet de la Coupe du Monde. Mais juste avant, je voudrais bien qu'on fasse une petite précision parce que quoi qu'il arrive, avec tous ces joueurs, on a affaire à un groupe qui se connaît très bien, qui travaille ensemble depuis très longtemps, depuis 4 ans, sous la direction de Miroslav Blažević, Johan. Finalement, c'est pendant les qualifications, on les voit, ils finissent deuxième derrière le Danemark, mais on a un groupe qui est mature. C'est ça exactement, parce que quand vous regardez bien entre l'Euro 96 et la Coupe du Monde 98, le groupe est assez partiellement changé. Vous avez toujours les mêmes, hein, toujours la colonne vertébrale avec les joueurs comme Slaven Bilic, comme Igor Stimac, comme Davor Suker, comme Zvonimir Boban, personne pour lequel j'ai une immense affection. Mais vous avez des petits nouveaux qui arrivent en 98 parmi ces joueurs certains joueurs qui iront dans des clubs assez reconnus, comme notamment Igor Tudor, que tu connais très bien, Reda, en tant que supporter de la Juve. Mais il y a également quelqu'un comme Dario Simic qui était déjà là lors de l'Euro 96. Mais qui devient très sérieux malgré son jeune âge, hein, Dario Simic. Hein. Comment ? Qui est très sérieux déjà dans l'équipe, très installé malgré son jeune âge. Oui. Ah oui, Dario Simic, c'est vraiment un joueur qui a fait preuve d'une maturité qui a été exemplaire depuis l'Euro 96. Donc c'est vraiment un groupe qui se connaît très bien, et voilà. Et je pense que ce serait pas déplacé de rendre hommage à ce grand meneur d'hommes qui est Miroslav Blažević, une personne qui est aussi très attachante. Pour la petite anecdote, je sais pas si vous en souvenez, pendant cette Coupe du Monde 98, il a porté un képi justement en rendant hommage à ce gendarme qui a été agressé dans les rues, je sais plus de quelle ville, justement de Lens. Ouais. Voilà, de Lens, ouais. Et voilà, vraiment Blažević, c'est vraiment quelqu'un qui a une énorme aura et qui permet justement à cette Croatie d'être
d'être un candidat assez sérieux pour faire une bonne Coupe du Monde en tout cas. Alors justement, c'est la question que j'allais poser à Rudy. On a affaire à une équipe qui est mature, qui travaille avec le même sélectionneur depuis plusieurs saisons. On a des joueurs majeurs dans des clubs très importants en Europe. On a des petits jeunes qui s'avèrent avoir énormément de talent. On les a vus deuxième derrière la Danemark pendant les qualifications. Ils ont fait une très forte impression à l'Euro précédent. Quel est le statut de la Croatie avant cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut s'imaginer déjà qu'ils étaient capables de faire le parcours qu'ils ont fait? Bah, après, ça dépend, mais c'est plus en 96 en fait qu'on les pressentait, qu'on pressentait que c'était une équipe qui montait en puissance. Mais arrivant en 98, on se dit pas forcément que ça va forcément être une équipe qui va donner autant de fil à retordre en fait. Mais non, mais après, je sais pas, faut quand même considérer que c'est une génération, qu'est-ce qu'on peut dire, ouais, une génération dorée. Je pense qu'il fallait être quand même assez suiveur de cette équipe pour les avoir vus monter en puissance parce que je crois que dans les années 80, j'ai cru voir qu'ils avaient gagné aussi la Coupe du Monde Espoir. Donc, mais je crois que c'était avec la Yougoslavie. Oui, forcément, mais il y avait beaucoup de joueurs de cette génération. Exactement, c'est ça. Donc, il s'est passé un truc en fait, c'est-à-dire que il y a une génération qui est arrivée à maturité et qui est passée par les années 96, arrive en 98 avec une certaine maturité. Et je pense que ils n'étaient pas attendus, en tout cas par les gens qui suivaient le foot, quoi. Ils n'étaient pas forcément attendus à ce niveau-là. Mais après, pour ceux qui suivaient les joueurs en club, que ce soit Boban au Milan par exemple, je veux dire il est resté longtemps au Milan, il a marqué quand même pas mal de buts même si c'était surtout un maître à jouer entre guillemets puisque c'était un fabuleux joueur offensif, milieu offensif. Ouais, quand tu suis la carrière des joueurs notables, des joueurs cadres de cette équipe, on parlait de Souker au Real Madrid, qui était auparavant à Séville aussi et qui était pas mal là-bas. Voilà, c'est quand tu suis les joueurs, en fait, tu te rends compte que c'est pas étonnant en fait qu'ils soient arrivés à ce niveau de maturité en 1998, quoi. Alors ils sont dans le groupe H. Ouais. Ils sont dans le groupe H avec l'Argentine, la Jamaïque et le Japon. S'il y en a C'est bien pas un groupe qui est compliqué. Je crois qu'ils ont qu'une seule défaite. Je crois que c'est contre l'Argentine. Donc ouais, une seule défaite. Mais justement, Gilles Christ, pour reprendre les propos de Rudy, les Jamaïcains n'étaient pas prévenus, j'imagine. Enfin, pas prévenu, ben, justement, je sais pas, je pense qu'il y avait, je me souviens vaguement, en fait, de ce match, j'étais tout petit à ce moment-là, mais il y avait beaucoup d'effervescence chez moi parce que la Jamaïque, parce que, oui, effectivement, donc, ce pays qui joue la Coupe du Monde et jouer contre la Croatie pour ce premier match, voilà, donc, chez moi, il y a eu, allez, on va dire un petit peu. Quoi. Ouais, en gros, voilà, il y a un peu de distance par rapport à par rapport à cette équipe-là. Et mais les Croates, en fait, voilà, donc eux posent leur jeu, marquent en première période. Et en fait, quand les Jamaïcains reviennent au score, on va dire que c'est un petit peu, on va dire paradoxal quand on voit la rencontre, parce que normalement les Jamaïcains ne voient pas le jour. En fait, ce qui a traumatisé beaucoup de personnes, c'est le but de Prosinecki en fait sur la combinaison sur le coup franc où là effectivement donc là donc là les gens étaient bouche bée chez moi et en fait là à ce moment-là moi je dis mais attends, moi je vois la qualité de pied de Prosinecki, j'étais content en fait justement donc d'avoir vu donc ça et on m'avait vu avec un œil noir, tu vois, donc c'était Traître. Exactement. Et limite on m'avait renvoyé au lit à ce moment-là, tu vois. Donc c'est pour te dire. Donc du coup avec cette équipe croate c'était un peu particulier, mais c'est vrai que les Jamaïcains s'ils pensaient faire un coup contre les Croates, non c'est raté. Ils enchaînent aussi avec le Japon, Yohan, où même quand c'est un peu plus difficile, eh bien, ils s'en sortent avec la victoire, avec ce but de Davor Suker. Parfois, c'est aussi ça une grande équipe, c'est de savoir gagner avec un but d'écart le deuxième match dans une phase de groupe de Coupe du Monde. Exactement, ils ont eu quand même une bonne opposition avec le Japon. Le Japon qui, dans cette Coupe du Monde, a fait vraiment preuve d'une certaine solidité malgré la défaite face à la Jamaïque lors de leur dernier match. Déjà contre l'Argentine, ils ont quand même montré une bonne opposition.
Et là, contre la Croatie, c'était pas évident. Le match, je me rappelle, qui se jouait à Nantes, il me semble, ou à Toulouse, je sais plus, c'est à Nantes. À Nantes. Et c'est Davor Suker, justement, quand Davor Suker ouvre le score dans les dernières minutes, on sent vraiment c'est un but libératoire, en fait. Un but libératoire et c'est ça. La Croatie. Un samedi. Comment? C'était un samedi, voilà, je me rappelle. c'était un week-end, t'inquiète, je me rappelle. C'était un week-end. Samedi après-midi, je m'en souviens. Ah, la très jeunesse, bien. c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Franchement, l'été 98, c'était trop beau. Et ouais, donc quand Davor Suker ouvre le score dans les dernières minutes du match, là, on sent que la Croatie est libérée parce qu'ils savent qu'ils sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Et puis voilà, ils peuvent aborder justement le match face à l'Argentine, on va dire avec moins de pression, parce que ça aurait pu être un match décisif pour la qualification en huitième de finale, mais non, ça a été un match justement où ils étaient déjà qualifiés. Et malgré la défaite, parce que il faut pas oublier, c'est contre l'Argentine. L'Argentine justement, mais a une équipe B, a une équipe bis l'Argentine sur ce match-là, et c'est Pineda qui ouvre le score. Mais voilà, contre le Japon, le plus dur a été fait, donc on peut déjà avoir un cap sur les huitièmes de finale. Après, il y a quand même Zanetti, Gallardo, Veron, Ortega, Batistuta, Matias Almeida. Donc, c'est une équipe sérieuse. Mais ça vous dit aussi à quel point cette équipe de Passarella était incroyable en Argentine. Et finalement, cette défaite est assez logique. Les Croates se qualifient en finissant deuxième de leur phase de groupe et rencontrent dans le match qui suit la Roumanie. La Roumanie, Rudy, que tu affectionnes particulièrement. Ce match-là, il n'est pas facile pour les Croates. Ouais, je crois même qu'il gagne, il gagne sur un coup franc de Suker, je crois. Penalty de Suker à la fin du temps réglementaire de la première mi-temps. Mais parce que la Roumanie, c'est une belle génération. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, non, c'était un match difficile, un match âpre. Et mais quand même des images qui me suis resté, je voyais quand même la Croatie quand même pousser pas mal et la Roumanie quand même défendre quand même. Et je crois que c'est justement en poussant qu'ils obtiennent ce penalty. Je crois que par rapport à un ballon mal renvoyé, enfin je sais plus trop. Non, je crois que c'est Boban qui remet le ballon dans le paquet après un crochet où il se retourne, un truc très difficile à exécuter parce que je crois qu'il se retourne, il fait un crochet pied droit et il centre pied gauche. Et suite à ça, je crois que c'est là qu'il y a la faute et le penalty. Non, c'est un gros match parce que c'est deux nations, moi je pense quand même de niveau équivalent. Représenté par des stars, mais enfin pas énormément de stars du côté de la Roumanie. Moi, c'est surtout Hadji en fait qui m'avait marqué. Moi, c'était même à l'époque, c'était mon joueur préféré. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. C'était mon joueur. C'est le joueur qui m'avait le plus marqué. Alors après, effectivement, bien entendu, il y a la pléiade de stars côté Brésil, mais c'est le joueur qui m'avait le plus remarqué. Moi, je trouvais quand même que c'était des nations qui faisaient un peu jeu égal. Tu vois, des nations de l'Est. Qui sont pas forcément attendus à ce niveau de compétition, mais qui te sortent toujours des joueurs offensifs avec un talent en fait que tu n'attends pas à balle au pied en fait. Ouais, c'est ça le souvenir en fait qui me reste particulièrement de ce match quoi. Excuse-moi Reda, pour information, par rapport à ce match, moi j'avais revu justement certaines dépêches par rapport à ce match-là, et il paraît que les Roumains, après leur qualification face à l'Angleterre, ils se sont vus beaucoup plus beaux que ce qu'ils étaient réellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez déjà pour le match face à la Tunisie, ils décident tous de se mettre mettre la teinture blonde à l'Algérie en 2010. C'est ça. Et pourquoi tu rappelles des... Et puis ce match face à la Croatie, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Roumains quand même sortent d'une Coupe du Monde 94 où ils ont fait vraiment très bonne figure. Ils ont battu l'Argentine de Maradona. Enfin, de Maradona, oui. Maradona suspendu. Mais les Roumains, moi, de ce que j'ai lu, les Roumains, apparemment, Georges Hadji l'a déploré aussi un peu plus tard. Les Roumains se voyaient déjà en quart de finale avant le match face à la Croatie. Et ça, je pense que le penalty de Šuker et le fait que la Roumanie n'ait pas réussi justement à montrer une opposition qui pouvait, on va dire, un peu plus mettre en difficulté la Croatie, je pense qu'ils s'en sont voulus et ça fait très très mal. Et c'est un sérieux justement qu'on retrouve du côté de la Croatie quand on voit que Blažević n'hésite pas à faire rentrer à partir du quart d'heure, quand il reste 10 minutes, de rajouter un défenseur en plus, Igor Tudor, qui rentre très régulièrement en cours de match. Donc ça montre aussi que les Croates sont tactiquement assez sérieux et qui prennent très au sérieux cette compétition. Et quand il faut se venger de l'équipe allemande qui les a éliminés à l'Euro 96, Chris, ils prennent aucune pincette.
aucune pincette, mais je voulais revenir un petit peu avant sur Zucker et son penalty, hein, le sang-froid de Zucker. Je sais pas pourquoi il a voulu contrôler son pouls au moment de tirer son penalty, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui quand tu vois justement par rapport à ça, ben tu dis quand tu vois ça pour la première fois, c'est quand même impressionnant, tu vois, de se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu dis que c'est peut-être pour un style et tout, et après tu comprends que oui, c'est c'est que Non, en je allant à pense l'école que que il essaye, que ouais. c'était important, ouais. En fait, je pense qu'il essaye de jauger à quel est le moment idoine pour tirer, le moment où il aura Ouais. le plus de ouais, nervosité, ouais. exactement. Donc De c'est sang-froid. ouais, Ouais. exactement, c'est Ouais. assez impressionnant comme cette victoire 3-0 contre l'Allemagne. Alors l'Allemagne qui est à 10 hein, du Après, coup. il peut avoir une certaine pratique aussi de son stress aussi parce que il y a des gens qui font ça. Enfin, en tout cas, dans la méditation, il y en a qui arrivent à gérer, on va dire, leurs pulsations, etc., en essayant de se calmer, etc. Peut-être que c'est ce qu'il a essayé de faire, quoi. En tout cas, ça montre qu'il connaît parfaitement son corps et c'est une caractéristique qu'ont les grands joueurs. Et c'est pas étonnant vu la Coupe du Monde qu'il fait. Alors comme je le disais, la Croatie gagne 3-0 l'Allemagne avec Worms qui prend son rouge à la 40e minute et après cette 40e minute, il y a la déferlante croate avec Jarni et Vlahovic qui marquent les deux premiers buts. C'est à ce moment-là qu'on se dit les Croates sont très sérieux, Christ, plus qu'une info déjà. Ben, déjà, les Allemands, moi, je le dis, et ça va faire peut-être sourire certains, les Allemands étaient cuits quand même sur ce mondial 98. Ah, complètement KO. C'est une génération qui a Ah vu. oui, c'est clair. À la fin de ce match contre la Croatie, 11 joueurs vont prendre la retraite internationale. 11, non mais sur 22, non mais c'est pour dire. Mais surtout, déjà les Allemands devaient passer à la trappe contre les Mexicains et ils s'en sortent grâce à Birov et Georges Campos. Bon, voilà, passons. Mais ce match-là des Croates montre à quel point justement donc une équipe qui voilà donc est sûre de son football hein, d'une certaine manière va donner la leçon à quand même au champion d'Europe en titre hein, quand même c'est quand même impressionnant et surtout de ce que moi j'avais aussi comme souvenir c'était qu'il y avait la présence du chancelier allemand et du président de la République de Croatie qui était sur la pelouse enfin qui était dans le terrain et en fait il y en avait qui était en tribune présidentielle et l'autre qui était qui était en dessous et les deux ne se sont pas croisés. Et donc là du coup en fait c'est vrai que quand on voit ce match-là, moi ce qui m'avait frappé c'était les frappes croisées. Ouais, et là en fait il y avait une culture du tir croisé. Jarni, son seul but en sélection, c'était contre les Allemands. Vlahovic également, ça ressemble au même but qu'il avait marqué contre les Ukrainiens en barrage. Ouais, exactement. Et c'est là, mais tu te dis, mais attends une seconde, mais comment ils arrivent à croiser leurs tirs comme ça et Kopke ne voit que du feu, tu vois? C'était. Mais après, je trouve que ce match, excuse-moi Gilles, je trouve que ce match, il a une symbolique qui est vraiment particulière. Dans le sens où, ce que tu as évoqué déjà dans un premier temps, le fait que les deux chefs d'État sont présents, Franjo Tudjman et puis Helmut Kohl. Mais en fait, ce match-là, ça a donné lieu à la représentation assez nationaliste qu'ont les Croates de leur pays. C'est un truc de malade. Parce que en fait, pendant l'échauffement, ils arborent tous un t-shirt où on a écrit Proud to be Croatian. Donc vraiment fiers d'être croates. Parce que vraiment, ils savent que ce match-là, c'est un match qui peut être un match historique en fait pour eux. Parce que là, ils jouent quand même contre une équipe qui est déjà triple championne du monde et qui les avait spoliés en 96. Ouais. Exactement, déjà dans un premier temps, et vraiment qu'elle vole. Et deuxièmement, dans l'imaginaire de tous, honnêtement, même si nous aujourd'hui, on est le 4 juillet 98, dans notre imaginaire, pour nous, c'est l'Allemagne qui va passer. Oui, France-Allemagne. On se dit que c'est l'Allemagne qui va passer. Ouais, clairement. Mais ce match-là, je ne sais pas si vous l'avez revu, mais ça a été une bagarre de tous les instants. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Les Croates, ce qu'ils ont imposé aux Allemands, le combat qu'ils ont imposé aux Allemands. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'Allemagne est tombée sur un gardien de but, Drazen Ladic, qui a été vraiment en état de grâce, parce que Oliver Bierhoff, il a eu 2 ou 3 occasions qu'il n'a pas réussi à mettre en place. Et puis vraiment,
les Croates les Croates ont imposé à l'Allemagne justement un certain combat, mais une certaine intimidation. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match de Drazen de Bilic. Bilic, il était là pour intimider Klinsmann et puis Bierhoff par rapport à ça. Donc franchement, ça a été vraiment un match qui a été, je pense, qui est historique pour les Croates. Est-ce que tu penses, Rudy, qu'à ce moment-là, les Français, qui savent qu'ils vont devoir les rencontrer en demi-finale, s'inquiètent très sérieusement? Ouais, non, à ce moment-là, enfin, moi, ce qui me semble un petit peu, ce qui me semblait un peu compliqué à l'époque, c'est de considérer effectivement la victoire en fait de la Croatie avec des joueurs hyper forts, parce que Souker, ce match-là, il est hyper fort aussi. Il est hyper fort. Donc, quand tu regardes les techniciens que tu as en face, etc., les Boban, les Souker, etc., effectivement aussi ce but de Jarny, frappe pied gauche, petit filet et tout. Bon, tu te dis que ça va être compliqué en fait, tu vois, mais en même temps, moi je pense que l'équipe de France s'attendait pas à faire le match qu'elle a fait en fait, tu vois, face à la Croatie. Après, on se rappelle un peu comment ça s'est passé, mais et la solidité en fait défensive. Que l'équipe de France a affiché. Moi, je pense que la manière de préparer un match comme ça, la méthode, en fait, elle était déjà acquise du côté de l'équipe de France, parce que finalement, leur, on va dire, leur schéma de jeu était déjà établi. Leur schéma de jeu était déjà établi. Mais c'est vrai que l'artillerie lourde, on va dire, que la Croatie avait en face, était de nature à intimider l'équipe de France. Je crois même que d'ailleurs, durant ce match, l'équipe de France jouait pas très haut, ils étaient plutôt très défensifs, etc. Donc, et puis après, tout s'est décidé dans la deuxième mi-temps. Mais ouais, c'est difficile de jouer contre une équipe comme ça, parce que contre l'Allemagne, ils avaient déjà fait forte impression. Mais voilà. Après, bon, l'équipe de France contre la Croatie, je sais pas. Après, ils ont été dans un état de grâce qui a fait la différence, mais ils auraient très bien pu perdre ce match aussi. C'était un match, Gilles Christ, c'est un des matchs dont on a de meilleurs souvenirs finalement. C'est vraiment un match, historique de l'équipe de France, et du côté, bah là, le podcast du jour nous permet de voir un petit peu l'autre côté du décor avec cette équipe de Croatie qui a passé à côté de quelque chose. Ils sont passés peut-être à côté de quelque chose par rapport à cette rencontre, parce que en plus, je sais pas, on a fait un épisode sur Parme, où en fait où il y avait Thuram et justement donc Stanic, qui était présent et qui lui disait, mais voilà, que en fait la confiance et la sérénité des Croates en première période, mais c'est voilà, donc en gros où ils jouaient à leur rythme en fait, et ils attendaient le bon moment pour pouvoir tuer les Français. Et mais Jean-Claude l'a senti. Et en fait, Stanic avait dit à Thuram, cette finale, elle est à nous. On va aller en finale à votre place et on va vous battre. Et il lui dit ça à la sortie de la seconde période, au début de la seconde période. Et effectivement, quand on voit comment les Croates ont joué, voilà, qu'ils étaient tranquilles, etc. Avec après, quand on voit aussi le but qu'ils mettent en début de seconde période, où Souker met un but, franchement, que j'essaye toujours encore aujourd'hui d'imiter, tellement l'exécution est parfaite, le contrôle déjà est exceptionnel, et après l'enchaînement, oh, c'est trop. Et la passe aussi. Oh là là, c'est quand même, voilà, donc là on sent quand même toute une maîtrise par rapport à ça. Et en plus, connaissant les Croates, ils allaient instaurer ce faux rythme en fait qu'il fallait tout de suite, comment dire, qu'il fallait tout de suite contrer en fait. Parce que à partir du moment où tu rentres dedans, mais tu rentres dans un piège, et un piège qui va se refermer petit à petit, et après à la fin du match, tu es censé le perdre le match. Et c'est vrai que en regardant moi la rencontre France-Croatie, je me pose la question de comment les Français font pour gagner ce match. Je pense que c'est mental. Jacquet leur avait mis la pression à la mi-temps. D'ailleurs, même comment dire, le discours tactique, etc. On l'avait revu après. Je crois que c'était les yeux dans les bleus ou un truc comme ça. Mais je pense que ouais, ça a été mental. C'est le discours à la mi-temps qui a fait la différence, si bien même que finalement quand ils prennent ce but, en fait, ils ont pas la tête en fait dans le sac en fait.
il continue en fait dans l'adversité, etc. D'ailleurs même il se découvre un peu en essayant de contrer, de jouer un peu plus haut, etc. Donc moi je pense que c'est vraiment le discours de Jacquet qui a fait la différence, quoi. Le discours de Jacquet et celui de Didier Deschamps, Johan, qui a vu la très mauvaise mi-temps de Lilian Thuram sur son côté et qui lui a donné les instructions qui ont fait la différence sur la seconde mi-temps. Aussi, ouais. Mais tu vois, Reda, quand je te dis que Deschamps, c'est le mec le plus important de l'histoire du football français. Je vous le dis. Ce type-là voit Franchement, tout c'est pas avant les faux. gens, fait tout. C'est lui, c'est Deschamps. C'est Deschamps. Deschamps a vu les failles de la Croatie par rapport à ça. Et comme par hasard, il rentre dedans sur Thuram et Thuram parle. Bon, certes, c'est grâce à Deschamps, mais c'est aussi grâce au Saint-Esprit, parce que je suis désolé. Oui, je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit il arrive à mettre un but où il enroule une frappe du pied gauche. C'est comme si moi j'arrivais demain, moi en plein match, j'arrive, je mets un crochet du droit et j'enroule le pied droit. Les gens ils vont dire ça, ils vont dire mais t'es malade, t'as vu quel marabout hier. C'est ça le problème. Donc et en plus à l'extérieur de la surface de réparation. À l'extérieur de la surface, genre c'est normal. Mais en plus, c'est normal. Mais tu t'imagines, en plus, c'est pour battre en fait, c'est déjà la récupération de balles de Thuram sur Boban, tu vois, des choses qu'on n'est pas censé voir au milieu. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous rappelez aussi l'anecdote que Djorkaeff raconte sur le premier but de Thuram. Quand effectivement Thuram récupère le ballon, mais en fait, il continue en fait sa course. Mais Djorkaeff, il le voit pas en fait. Et il se dit, mais j'ai vu un mec, en fait, qui passe à fond dans mon dos. Et il dit, j'ai vu un noir. Voilà, il a déjà fait la passe. Et il a déjà fait la passe, c'est trop tard, en fait. Et quand il lève la tête, il se dit, mais Tutu, qu'est-ce qu'il fout là? Et il se dit, oh non, c'est foutu. Et il marque, en fait. Et enfin, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, ils étaient en état de grâce, quoi. C'est Dieu a voulu que la France gagne ce match. Dieu. Et donc, finalement, ce qui est au fond le plus impressionnant, Gilles Christ, c'est qu'on a affaire à une équipe qui joue une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, qui a moins de 7 ans d'existence et qui finit 3e d'une Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Extraordinaire, surtout que je sais pas si vous vous souvenez de ce match pour la 3e place. Toujours ces tirs croisés. Moi, ça m'avait vraiment, on va dire, traumatisé des Croates. Mais moi, je me souviens surtout aussi du Parc des Princes qui criait à libérer Laurent Blanc. Ah oui. Laurent Blanc qui avait pris le rouge là à cause il s'appelle là, de Bilic, qui avait été hué toute la rencontre pendant le match de 3e place et les Croates n'ont pas on produit un match quand même qui est très solide face à des Pays-Bas, je pense, qui étaient encore qui avaient pris encore un coup sur la tête. Oui, ils étaient encore au Vélodrome, très clairement. Et ils s'attendaient à monter à Paris, mais pas au Parc des Princes, mais plutôt au Stade de France. Ouais. Mais voilà, donc les Croates ont vu une place pour pouvoir, encore une fois, de mettre encore plus en évidence le parcours qu'ils ont effectué. Et en plus, ça permet à Souker de marquer et d'être seul meilleur buteur, de passer devant Vieri, me semble, Johan, c'est ça? Vieri, ouais, c'est Vieri. Ouais. Avec 6 buts. Exactement. Donc, Souker, si ils avaient gagné la Coupe du Monde, Souker aurait été Ballon d'Or. Hein. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, même s'il est remplaçant. Contre qui déjà en finale? Oui, contre qui? Contre le club que va rejoindre Tudor justement à la fin de cette Coupe du Monde. Alors pas immédiatement, mais c'est juste pour un petit peu faire un bilan de ce qui va se passer par la suite. On a Dario Simic aussi qui va signer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la Juve. Hein, qui va signer à l'Inter Milan, Dario Simic. Hein, mais c'est vrai que il y a beaucoup de ces joueurs croates qui vont passer un cap dans leur carrière. Pour ceux qui ont déjà la carrière après eux, vont être remémorés parmi les meilleurs, hein, à l'image de Boban, hein, qui avait déjà une très grande carrière par le passé, qui finit. Donc c'est vraiment très fort. Et puis il faut aussi rendre hommage à cette nation croate, hein, qui malgré le peu de gens qu'il y a dans sa population, qui a fait une finale de Coupe du Monde 20 ans après contre cette équipe de France, encore une fois, de Deschamps, Johan. Donc, finalement l'histoire se répète toujours. Rudy, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette belle nation dont on peut aussi rappeler que c'était des joueurs qui se sublimaient avec le maillot croate. C'est un sacré maillot.
C'est ça. Je sais pas si on l'a suffisamment dit, mais c'est une équipe en fait qui s'est sublimée en fait. Et d'ailleurs même en 2018, ils s'attendaient, enfin en tout cas le public s'attendait à ce qu'il y ait cette même sublimation. Malheureusement, qui n'a pas eu lieu. Encore une fois, les Français sont passés par là pour doucher le stade. Finalement, l'histoire de la Croatie aurait été magnifique si un certain Didier Deschamps n'existait pas. Magnifique conclusion, tiens. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.